New York quand même, parce que nous sommes quand même basés à New York. Donc, j'ai plusieurs questions à vous poser de mon côté, plusieurs thèmes à aborder qui sont retranscrits, qui sont la retranscription donc, de questions que m'ont posé les lecteurs du Petit Journal et qui m'ont été envoyées par email. Je précise quand même aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent qu'il y a un chat dans lequel vous pouvez poster vos questions. Pascal Royer, qui est avec nous, utilisera le dernier moment de ce webinaire donc, pour pouvoir reposer vos questions donc, à Roland Lescure. Donc voilà, donc Roland Lescure, vous êtes à Paris, vous êtes confiné. Nous sommes à New York, aux USA. Donc aujourd'hui, les USA donc, sont le pays le plus touché par la pandémie. Hier, tristement, donc, le pays a passé la barre du million de cas confirmés au Covid sur les 6 millions de personnes qui ont été testées. C'est aussi le pays le plus endeuillé au monde parce qu'aujourd'hui, nous comptons près de 58 000 décès. Je précise aussi que la ville de New York, qui compte 8,5 millions d'habitants, compte presque autant de cas confirmés au Covid que la France, donc, qui compte 67 millions d'habitants. Donc, le bilan humain est catastrophique, le bilan sanitaire est catastrophique, le bilan économique l'est aussi. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de 26 millions de personnes qui se sont inscrites au chômage. On compte 11% de la population active donc, qui est au chômage et qui perçoit une indemnité de chômage. C'est le chiffre officiel qui est communiqué par le fédéral. Ce n'est pas forcément le vrai chiffre, puisqu'il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à s'inscrire en fait, sur les listes du chômage. Donc, parmi eux, il y a des Français, les personnes touchées économiquement. Donc, effectivement, il y a des Français, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs. Parmi les entrepreneurs, il y a des personnes qui ont dû fermer leur business temporairement. Je pense aux restaurateurs, je pense aux personnes qui ont des boutiques, aux personnes qui travaillent dans l'événementiel, dans le tourisme. Donc, ce sont des personnes, des Français aujourd'hui aux États-Unis qui ne font plus du tout de chiffre d'affaires, qui ont perdu donc, leur travail ou qui aujourd'hui qui ont dû fermer temporairement leur entreprise. Donc, Roland Lescure, je sais qu'il y a un dispositif d'aide en soutien aux Français de l'étranger qui est actuellement en préparation. Il sera dévoilé donc jeudi, demain, aux parlementaires par le ministre Le Drian et par les secrétaires d'État Lemoyne et Darmanin. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelques mots de ce dispositif? Est-ce que vous savez ce qu'il prévoit? Comment est-ce qu'il va venir aider les Français de l'étranger qui sont dans des situations un peu compliquées? Oui, alors d'abord, merci de l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Vous l'avez dit, hein, ce virus est un virus très, très, très difficile à endiguer et qui a aujourd'hui d'ores et déjà des conséquences humaines et économiques très, très importantes. Et c'est le cas partout dans ma circonscription, mais particulièrement aux États-Unis. Et c'est le cas ici en France où je suis effectivement confiné depuis maintenant près de 7 semaines, si mes comptes sont bons. C'est un virus face auquel on n'est pas égaux. Il y a des zones géographiques qui sont extrêmement affectées. New York en fait partie. En France, le Grand Est et l'Île-de-France. Et puis, il y a des zones qui sont très peu affectées. C'est le cas, par exemple, de San Francisco. C'est le cas d'un certain nombre de zones au Canada ou aux États-Unis. C'est le cas aussi du sud-ouest, du Cantal, etc. Et pour avoir beaucoup travaillé, discuté avec beaucoup de scientifiques, je fais partie de la mission d'information parlementaire pour essayer de comprendre un peu tout ça, on est vraiment tous inégaux face à ce virus. C'est très difficile d'expliquer. Il y a plein de raisons, évidemment, qui peuvent expliquer telle ou telle protection. Le plus tôt on a pu réagir, et donc San Francisco, par exemple, a confiné très tôt ses habitants, le mieux c'est. Évidemment, quand on respecte les gestes barrières, donc il y a des pays comme le Japon, la Corée et autres qui sont plus disciplinés, qui ont déjà une approche peut-être un peu plus distante que nous latins. Et donc, évidemment, on est inégaux face au virus d'un point de vue sanitaire. On est aussi très inégaux face au virus d'un point de vue économique et social. De ce point de vue-là, les Français qui vivent aux États-Unis connaissent bien les deux modèles très différents l'un de l'autre. Donc, le modèle en France, qui est en fait un modèle européen, qui est en fait un modèle qui s'inspire beaucoup d'ailleurs de la réponse allemande à la crise de 2009, c'est de généraliser ce qu'on appelle le chômage partiel et les prêts garantis pour limiter au maximum les faillites, limiter au maximum le chômage.
Donc, on essaie de maintenir le lien d'emploi entre les gens qui ne travaillent pas, qui restent à l'emploi des entreprises, et c'est finalement l'État qui paye les salaires, et le lien avec la banque en mettant en place des prêts garantis. Aux États-Unis, il y a des prêts garantis. On essaye de limiter les défaillances, mais en revanche, il n'y a aucun dispositif d'activité partielle. C'est le chômage qui prend tout. Et donc, vous l'avez dit, en fait, on a plus de 25 millions de nouveaux demandeurs d'emploi inscrits en 4 semaines. C'est absolument énorme, gigantesque. Sachant qu'en France, on a les chiffres de mars qui sont déjà très importants, puisqu'on a 200 000 demandeurs d'emploi en plus. Donc 200 000, 25 millions, on voit quand même qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Ces demandeurs d'emploi qui arrivent en France sont des gens qui arrivent en fin de contrat, évidemment, en fin de stage, en fin de CDD, etc., et qui se retrouvent inscrits au chômage. Qu'est-ce que la France fait pour les Français de l'étranger? Alors, la première étape de ce que la France a fait, évidemment, ça a été beaucoup tourné autour de la mobilité. On avait des Français à l'étranger, certains résidents en France qui étaient soit en vacances, soit en voyage d'affaires, d'autres qui sont soit résidents à l'étranger, soit résidents en France, soit entre les deux. Vous le savez, il y a plein d'entrepreneurs qui ont un pied de chaque côté de l'Atlantique. Il y a des familles qui sont séparées, qui sont partagées. Et donc, ça a été d'appuyer le retour des Français de l'étranger chez eux. Alors, évidemment, pour ceux qui rentrent en France, il y a eu un gros travail de fait par tous les diplomates, par les compagnies aériennes, mais aussi par vos élus, et pas seulement votre député, mais aussi les sénateurs, les députés de l'étranger. On a eu un appel toutes les semaines avec Jean-Baptiste Lemoyne pour passer en revue les cas les plus difficiles, pour faire circuler l'information sur les avions qui étaient disponibles. Il y avait beaucoup de Français au Pérou, au Mexique, au Costa Rica. Il y avait des Français perdus un peu aux États-Unis qui cherchaient à rentrer en France. Il y avait des enjeux de visa, vous les connaissez tous maintenant, il y aura peut-être des questions là-dessus, mais notamment des Français qui étaient sortis des États-Unis ou du Canada pour des raisons de vacances et qui avaient un visa temporaire et qui n'arrivaient pas à rentrer. Il y a encore des gens dans ce cas-là, moins au Canada, plus aux États-Unis. Et donc, on a aidé à passer l'information, on a mis de la pression sur les compagnies aériennes pour qu'elles maintiennent des vols, pour que les prix soient raisonnables. Et quand même, je pense qu'on peut se le dire entre nous, plus de 160 000 Français ont pu rentrer chez eux ces 8 dernières semaines. Le dernier chiffre que j'ai vérifié aux États-Unis, qui est quand même un pays qui est à peu près 4 fois plus grand en termes de population, c'est un peu plus de 60 000 Américains qui ont pu rentrer chez eux. Donc la France a été au rendez-vous pour aider les Françaises et les Français. Est-ce que la France va faire autre chose? Vous l'avez dit, on a une réunion demain avec Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmanin pour discuter de ça. Je ne suis pas sûr qu'on sortira avec un plan tout à fait ficelé demain, mais on réfléchit à des choses. Cela dit, je m'adresse à des gens qui ont émigré pour beaucoup aux États-Unis, à New York, à la Cité et dans le pays de l'entrepreneuriat. Vous savez bien comment ça se passe. Les entreprises françaises sont aidées par la France, les entreprises américaines sont aidées par les États-Unis. Ce n'est pas une histoire de nationalité, c'est une histoire de siège social. Donc, il n'y a pas d'aide particulière de l'État français pour les entreprises américaines lancées, détenues ou dirigées par des Français. On a évidemment des enjeux particuliers avec des familles françaises qui font face à des défis particuliers, notamment de paiement des frais de scolarité, des familles qui avaient des bourses, mais qui doivent être ajustées parce qu'en plus, ils ont perdu leur job, etc. Il y a plein de sujets très concrets que vos consulats regardent de près et que vos consulats traitent. Un peu d'indulgence avec eux, vous le savez, ils sont extrêmement débordés, mais ils travaillent d'arrache-pied 24 heures, 7 jours pour vous aider. Donc, ils répondent à vos emails. Il y a quelques lignes téléphoniques aussi pour ces sujets particuliers. On va regarder s'il faut faire d'autres choses. Est-ce qu'on peut faire d'autres? On a notamment un sujet autour de l'utilisation des bourses staff. Vous savez que c'est ces montants qui permettent d'aider des associations en cours d'année. Vos conseillers consulaires et vos élus sont impliqués dans le choix des projets. On va voir s'il faut rediriger, sans doute ça va être le cas, le staff vers tout ce qui fait qu'on peut aider l'urgence sanitaire, l'urgence sociale, pour s'assurer que les plus démunis de nos compatriotes qui sont à l'étranger puissent être appuyés de manière particulière. Il y a une réflexion plus générale ensuite qui sera menée, évidemment sur l'avenir de l'enseignement français à l'étranger. Vous savez que c'est un énorme projet de développement pour le président de la République et pour ce gouvernement et cette majorité, sous toutes ses formes, donc pas seulement la EFE et les vaisseaux amiraux que sont les lycées français, aussi les réseaux Flammes, les réseaux des écoles du samedi, etc. Donc on va devoir
regardez si tout ça doit être repensé parce que, évidemment, ça va impliquer aussi ces enjeux d'enseignement français à l'étranger. Voilà. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui est menée. Évidemment, elle est une réflexion française qui s'adresse essentiellement pour la majeure partie des aides publiques aux entreprises enregistrées en France. Retenez quand même, évidemment, il y aura sans doute plein de questions sur la mobilité que, en tant que Française, en tant que Français, vous pouvez rentrer en France et que certains d'entre vous, malheureusement, vont sans doute faire face à des choix très difficiles parce qu'ils ou elles ont perdu leur job, parce que la protection sociale aux États-Unis est souvent associée au job. Vous allez sans doute parfois devoir choisir entre rentrer en France ou rester aux États-Unis. Bon, ben, si vous rentrez en France, sachez évidemment que vous bénéficiez en tant que Français dès que vous arrivez. On s'est battu pour ça, on a voté un amendement pour ça. Dès que vous arrivez sans délai de carence, de la sécurité sociale et des aides sociales minimales qui sont disponibles en France. Voilà, j'ai fait une longue réponse, mais je pense que c'était important que tous ces éléments-là soient connus de tous et toutes. Tout à fait, merci. Mais par exemple, une famille d'expatriés qui est en difficulté financière, qui a perdu, dont les parents, par exemple, ont perdu leur travail, qu'est-ce que vous leur conseillez à ces familles-là qui sont vraiment dans des situations économiques très difficiles? Est-ce qu'elles doivent rester aux États-Unis? Est-ce qu'elles doivent rentrer en France? Donc, effectivement, il y a la sécurité sociale, donc le délai de carence a été suspendu pour les expatriés qui rentrent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces familles-là? Bon, d'abord, évidemment, chaque situation personnelle est différente. Donc, il n'y a pas de règle générale. Il y a en ligne sur cet appel Tony Lopez, qui, je pense, est visible de tous et de toutes, qui travaille dans mon équipe, qui est la personne qui traite tous les emails que vous m'envoyez. Si vous avez une situation particulière sur laquelle vous souhaitez avoir un conseil particulier, n'hésitez pas à nous écrire, soit à Tony sur son mail de l'Assemblée qui pourra mettre dans la conversation, soit au mien, roland.lescure@assemblée-nationale.fr. On essaiera de vous aider. Mais cela dit, évidemment, chaque situation est différente. Donc, en fonction des appuis que vous pouvez avoir sur place, je vous engage notamment là aussi, Tony remettra le lien en ligne, à vous connecter sur un truc qui s'appelle Entraide-Amérique, donc un site qui a été créé par en fait une de vos conseillères consulaires à San Francisco, Sophie Suberville, et Marie Navel, qui dirige une association de flammes à Philadelphie, pour créer de l'entraide. Donc déjà, ça permet localement d'essayer de créer des réseaux d'entraide qui peuvent vous permettre d'être appuyés sur des enjeux comme garder vos enfants, vous aider à faire des courses, etc. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, d'un point de vue économique et d'un point de vue géographique, évidemment, dans ces moments-là, on fait des choix face à des situations qui, quelles qu'elles soient, sont difficiles. Est-ce que vous avez plus de chances de retrouver un job en France ou aux États-Unis? Franchement, ça dépend évidemment du secteur, de vos réseaux, de vos habitudes, de vos diplômes, de plein de choses. Quel âge ont vos enfants? Est-ce qu'ils sont scolarisés? Quel est votre patrimoine? Est-ce que vous détenez une maison ou est-ce que vous êtes locataire? Donc, il y a évidemment énormément de questions qui vont devoir se poser. Le seul conseil peut-être personnel que je peux vous donner, c'est que, il faut évidemment limiter les déplacements, donc je dirais bien réfléchir avant de prendre une décision. Et une fois que la décision est prise, évidemment, s'y tenir, vivre avec les conséquences. On est dans un monde et dans une période où beaucoup de parcours personnels vont être bouleversés. En fait, sans doute tous nos parcours personnels vont être bouleversés par ce qui se passe. Et donc, essayer de garder la tête froide, ce qui n'est pas facile. Quand on est confiné, quand on est pour certains les uns sur les autres, quand on a perdu son job, quand on s'inquiète pour sa santé ou la santé de ses proches, qu'ils soient d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre, ce n'est pas facile. Mais donc, essayez de garder la tête froide, essayez de prendre conseil autour de ceux qui vous sont proches. Si vous souhaitez qu'on vous aide à réfléchir, écrivez-nous. Moi, je l'ai déjà fait avec certains qui faisaient face à une décision difficile. Évidemment, la décision définitive, la décision finale, c'est la vôtre. Nous, on est là pour vous aider à vous donner les paramètres du choix et vous aider à réfléchir si c'est possible. Mais évidemment, on fait tous face aujourd'hui à des décisions extrêmement difficiles. D'accord, merci. Alors, il y a beaucoup de parents qui s'interrogent aussi sur la question des bourses. C'est vrai qu'il y a des personnes donc, qui ont perdu qui n'ont plus les mêmes revenus. Donc, est-ce que ces personnes-là peuvent faire une demande extraordinaire de bourse?
Comment est-ce qu'on peut gérer la situation quand on a un enfant qui est scolarisé donc, dans un établissement subventionné et qui dépend des bourses, si d'un coup, du jour au lendemain, notre niveau de vie n'est plus le même en fait, et qu'on ne peut plus payer la scolarité de ses enfants? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, ma connexion Internet n'est pas très bonne, donc je reviens tout de suite parce que je pense que vous n'allez pas m'entendre. J'arrive. Excusez-moi, on essaye de jongler avec le Wi-Fi. J'espère que vous m'entendez. Oui, c'est très bien. On vous entend. Bon, ok. Si jamais on est en train d'essayer de s'organiser pour que ça marche mieux. Donc, il y a des commissions de bourse exceptionnelles qui se réunissent. Le montant global à ce stade est inchangé. Les situations personnelles sont regardées. Vraiment, le conseil de base, c'est d'écrire à votre consulat pour les alerter. Évidemment, aujourd'hui, l'AEFE a besoin que les frais de scolarité soient payés. Donc, je vous engage, ceux qui peuvent évidemment payer les frais de scolarité, faites. Vous bénéficiez, je pense, de l'enseignement à la maison. Je sais que le lycée français de New York, par exemple, a mis en place des systèmes assez impressionnants pour préserver la continuité pédagogique. Et donc, je pense que vous êtes conscient évidemment de la qualité de ce service. Mais pour ceux qui ont des enjeux particuliers liés au fait qu'ils ont une situation sociale ou économique qui a changé, vraiment, écrivez au consulat, mobilisez aussi, je vois Pascal qui est ici, le réseau d'entraide, Pascal Richard qui va se joindre à nous dans, je pense, quelques minutes, qui est ma suppléante, travaille aussi au lycée français de New York, donc n'hésitez pas à mobiliser votre réseau. Voilà, merci. Merci. Donc, la France a été frappée par le Covid-19 un peu plus tôt que les États-Unis. On a eu un petit décalage en fait dans le temps. Emmanuel Macron donc, a annoncé une date de déconfinement, donc le 11 mai. Hier, Édouard Philippe a présenté devant l'Assemblée son plan de déconfinement par vague. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce plan de déconfinement et est-ce qu'il est annonciateur de bons augures en fait pour nous qui sommes aux États-Unis et qui avons un décalage en fait par rapport à vous? Écoutez, j'étais à l'Assemblée hier, donc j'ai assisté à la déclaration du Premier ministre qui a été adoptée très largement par l'Assemblée nationale, avec évidemment un vote majoritaire très fort, mais aussi un certain nombre de députés de l'opposition qui ont soutenu ce plan. Est-ce que c'est de bon augure? En disant que ça commence à donner un peu d'espoir. Mais ce n'est pas la folle soirée. Hein. On est encore dans une situation sanitaire extrêmement difficile et c'est le cas aussi dans les États des États-Unis qui sont frappés. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis maintenant à peu près 2 semaines, et ça, c'est les résultats directs du confinement, le nombre de cas est en train de diminuer, le nombre de cas graves, c'est-à-dire de cas sous respirateur, est en train de diminuer. Et le nombre de gens qui entrent à l'hôpital pour des raisons de traitement est inférieur à ceux qui en sortent. Certains, malheureusement, sortent parce qu'ils sont décédés, de plus en plus sortent aussi parce qu'ils sont guéris. Et ça, c'est la statistique importante parce que c'est la pression qu'il y a sur le système hospitalier. Donc, d'un point de vue de la pression sur le système hospitalier, ça va mieux. D'un point de vue de la discipline collective, ça va mieux aussi. Hein. Et ça ne va pas changer. Je le répète toujours, le succès collectif va dépendre de notre discipline individuelle. Donc, si on respecte les gestes barrières et si on est extrêmement prudent, on se lave les mains, on éternue dans notre coude, on évite de se tenir à moins d'1 mètre, 1,50 m des autres. Et évidemment, si on a des symptômes, on consulte, on teste, on s'isole, on arrivera à maintenir la diffusion du virus à une vitesse inférieure et donc on pourra envisager le déconfinement. Ce qu'on fait en France. Donc, d'ici le 11 mai, on va continuer à surveiller la vitesse de propagation du virus. Elle reste limitée au niveau où elle est aujourd'hui. On va, de manière très claire, réouvrir tous les commerces, sauf les bars-restaurants. On va réouvrir progressivement les écoles, des règles extrêmement, pas plus de 15 élèves par classe. On vous entend plus du tout. On vous entend très mal. Regardez. Ouais.
J'arrive. Alors, ce sont les problèmes du direct, n'est-ce pas, et des réseaux qui ne sont pas toujours performants. Bon, est-ce que ça va mieux là? Là, ça va mieux, on dirait, oui. Non, non, ça ne va pas mieux. La vidéo. Non, ça va. Je coupe. Ça va mieux là? Non, j'ai pas l'impression et votre image est figée. C'est normal. Donc, ce que je vais faire, c'est que si vous m'entendez, je vais passer sur mon téléphone 3G. Voilà, c'est très bien. Sur le téléphone, ça sera sûrement mieux. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ok, bon, on va réessayer. On va essayer de continuer. Sinon, si jamais on colle, on casse à nouveau, je passerai sur mon 3G sur mon téléphone. Ok. Donc, les confinements, c'est l'ouverture des commerces, sauf les cafés-restaurants. C'est l'ouverture très progressive des écoles. C'est la mise en place des transports en public avec des transports en commun, pardon, avec énormément de contraintes d'organisation. Et c'est surtout une responsabilisation des acteurs sur le terrain pour l'organiser de manière locale. C'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas tout à fait les mêmes règles, notamment de fonctionnement des écoles, selon que vous êtes en Moselle, qui est encore très frappée par le virus, ou dans le Cantal, où il y a eu 0 mort et que quelques cas. Donc, c'est vraiment des grands principes généraux qui ont été présentés par le Premier ministre hier, qui ont été adoptés par l'Assemblée, qui vont ensuite être déclinés localement en fonction des réalités locales. Qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis? Sans doute des choses un peu similaires, parce que ce qu'on voit bien, c'est qu'on a beau chacun travailler, je dirais, dans notre coin. D'abord, il y a beaucoup de collaboration qui est faite entre les experts, entre les différents pays, et donc on suit tous à peu près le même rythme. Dès qu'on arrive à alléger la pression sur le système médical, on peut envisager un déconfinement progressif. Et donc aujourd'hui, l'Allemagne l'envisage, l'Italie l'a mis en place, le Danemark l'a mis en place, l'Espagne l'envisage, le Québec, que je connais bien, l'a annoncé hier. Donc on est tous un peu en train de faire les choses à notre rythme. Aux États-Unis, vous le savez, c'est un peu compliqué entre le fédéral et les États, donc ça va beaucoup dépendre des stratégies des États. Et évidemment, à New York, qui est la ville la plus touchée, dans laquelle la pression sur le système hospitalier est encore très forte, c'est le gouverneur Cuomo qui décidera de la vitesse du déconfinement. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que même si on commence à déconfiner, le risque de reconfinement reste élevé. Donc vraiment, vraiment, je le dis à tous ceux à qui je parle, votre discipline individuelle, votre capacité à préserver les gestes barrières, les barrières de sécurité. Et si vous êtes testé, à vous isoler, c'est essentiel, essentiel, essentiel. Merci. Alors, pour beaucoup, parce que quand je vois le nombre de questions que j'ai reçues dans ce sens-là, je me dis que c'est presque inscrit dans l'inconscient collectif. Pour beaucoup, déconfinement rime avec mobilité. Et alors, il y a beaucoup de Français d'Amérique du Nord qui se demandent si cet été, ils vont pouvoir rentrer en France, en fait. La réponse est je ne sais pas, mais ne soyez pas trop optimiste. Pourquoi je ne sais pas? Parce qu'à ce stade, il y a deux choses qui vous empêchent de le faire. Un, les États-Unis sont fermés à Schengen. Et deux, la France, en fait, l'espace Schengen est fermé aux États-Unis. Alors, en tant que Français, vous pouvez toujours rentrer en France. Il y a quelques vols qui existent encore. Le risque, c'est que si vous rentrez en France, vous ne pourrez peut-être pas rentrer aux États-Unis, parce que là, vous arriverez de l'espace Schengen, et ça, c'est totalement impossible. Pendant quelques semaines, au début du confinement, vous pouviez éventuellement aller, certains l'ont fait, passer 2 semaines au Canada avant de rentrer aux États-Unis, puisque la règle, c'est qu'il ne faut pas avoir été dans un des pays listés par les États-Unis dans les 14 jours qui précèdent. Le Canada fait partie de ces pays aujourd'hui. Donc, il y a très, très peu de pays qui aujourd'hui ne sont pas concernés par ce US ban.
Donc, le risque, si vous allez en France, c'est que vous ne puissiez pas rentrer. Je le répète, pour les Françaises et les Français, vous pouvez rentrer en France. Il y a un formulaire à remplir sur le ministère de l'Intérieur. Vous pouvez, à condition évidemment d'avoir trouvé un vol, arriver en France, vous gardez votre carte d'embarquement, vous remplissez le formulaire, vous rentrez chez vous. Il n'y a pas de quatorzaine, contrairement aux États-Unis. Donc, c'est possible. Le risque, c'est que vous ne puissiez pas rentrer dans l'autre sens. Vraiment, le conseil de base cet été, et je me sens très proche de tous ceux qui posent cette question. Moi, j'ai un de mes fils qui est à Montréal. J'espère, je rêve de pouvoir passer 2 semaines en famille, alors que j'ai 3 enfants dans 3 pays différents et que je ne les ai pas vus depuis maintenant 8 semaines, si ce n'est comme ce soir, vous, sur Zoom. Mais à ce stade, évidemment, moins on se déplace, moins on fait circuler le virus, moins on contribue à sa propagation. Ça, c'est le point numéro 1. Et 2, on va avoir des règles qui vont évoluer au fil du temps. En ce qui nous concerne, dans la stratégie de déconfinement, c'est rien ne bouge jusqu'au 11, c'est sûr. Après le 11, les commerces vont ouvrir, mais l'espace Schengen restera fermé. Et tout le tourisme va faire l'objet d'une évaluation globale à la fin du mois de mai. Donc, à la fin du mois de mai, ce que j'espère, ça me semble assez probable, c'est qu'on ouvre les cafés, les restaurants, les hôtels dès le début juin. Mais en revanche, le voyage, les transports sera sans doute extrêmement contraint. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'en France, vous ne pourrez pas, sauf besoin vital, c'est-à-dire pour aller travailler par exemple, aller au-delà de 100 km de votre adresse, de votre domicile. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, au mois de juin, pour les Parisiens qui ont prévu de prendre des vacances en juin, c'est 100 km. Donc on oublie la Côte d'Azur ou la Côte d'Opale, c'est Beauvais ou Évreux, quoi. Donc évidemment, ça change un peu les vacances, même si Beauvais et Évreux sont des villes tout à fait honorables. Ça va évoluer. Donc il va falloir être patient et voir si ces solutions évoluent d'ici le mois de juin, voire même le mois de juillet. Mais il est clair que cet été sera un été différent des autres. On a déjà annulé tous les festivals, toutes les manifestations sportives, les plages restent fermées jusqu'au mois de juin. Donc vraiment, déplacement peu probable à l'international et retour en France possible, mais avec un risque quand même que le retour aux États-Unis dans la foulée ne le soit pas. Donc prudence pour ceux qui y travaillent. Tout à fait. Donc, ces conditions s'appliquent aussi donc, aux voyageurs d'affaires, mais aussi aux Français des États-Unis qui sont coincés en France, parce qu'il y en a quand même plusieurs, pas mal en fait, qui sont coincés en France, qui ont voyagé en France pour des raisons professionnelles ou personnelles juste avant la fermeture des frontières et qui, depuis maintenant plus d'un mois, sont coincés donc en France, quelque part en France, et qui ne peuvent plus travailler donc aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là aujourd'hui ? Alors, si vous êtes américain, vous avez la double nationalité, ou si vous avez une carte verte, vous pouvez rentrer aux États-Unis avec une quatorzaine pour ceux qui rentrent aux États-Unis. Vous pouvez rentrer. Pour tous les autres, effectivement, vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui. Donc, si vous êtes sur un permis d'étudiant, un permis de travail temporaire, un visa de touriste, un ESTA ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis aujourd'hui. Ceux qui ont des permis de travail valides peuvent rester aux États-Unis et continuer à y travailler, évidemment. Vous savez que Donald Trump a annoncé un visa ban, la fin des visas d'immigrants pour 60 jours la semaine dernière. Donc, j'ai eu le consul des États-Unis à Paris tout de suite dans la foulée, dès que le executive order, donc dès que le décret a été publié. Il m'en a donné les détails. Donc, ça ne concerne pas les visas de travail, des gens qui sont aujourd'hui présents aux États-Unis ou qui sont en processus d'application sur des visas de travail. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être le cas bientôt. Ça change beaucoup d'avis aux États-Unis ces temps-ci, vous le savez, à la fois au sommet, Donald Trump, et puis parfois derrière. Mais pour l'instant, ça ne concerne que les visas d'immigrants. Donc, pas les visas H, J, etc., qui, eux, peuvent toujours, en théorie, faire l'objet d'un examen, mais sachant que de toute façon, vous ne pouvez pas venir aux États-Unis puisque, appliquant à Paris, vous êtes à Paris, vous êtes dans l'espace Schengen, les voyages de l'espace Schengen sont interdits. Mais à ce stade, vous pouvez postuler, même si le consul nous l'a bien dit,
les visas aujourd'hui ne sont pas examinés parce qu'eux aussi, ils passent du temps à essayer de rapatrier des Américains qui sont perdus un peu partout dans le monde. Donc, les visas des migrants, c'est zéro. Ça veut dire, par exemple, qu'un Américain à Paris qui a épousé une Française ne peut pas, à ce stade, postuler pour un visa. Enfin, il peut, mais il ne l'aura pas postulé pour un visa pour sa femme. Donc, il y a des couples qui vont peut-être devoir être séparés pendant quelques mois. Ça marche aussi, malheureusement, dans les deux sens. Les visas de long terme en France ne sont pas examinés aujourd'hui. Donc, un Français qui a épousé une Américaine qui souhaite rentrer en France, aujourd'hui, ne peut pas rentrer avec son épouse. Et je sais qu'il y a des gens qui sont concernés par ça, notamment des gens qui changent de job cet été et qui rentrent en France de ce fait. Donc, j'ai bien conscience que ça rend toutes ces transhumances, à la fois, je dirais, saisonnières de l'été. On est beaucoup à aimer rentrer en France pendant l'été, ou ces transhumances un peu plus migrantes, liées à l'évolution des jobs, très, très compliquées. Évidemment, j'en suis désolé, tout comme vous. J'espère que la situation va s'améliorer dans les semaines qui viennent, mais pour moi, ce ne sera sans doute pas avant le mois de juin, voire même le début juillet. D'accord, merci. Je vais vous poser de mon côté donc, une dernière question donc, sur les élections consulaires donc, qui devaient se tenir le 16 mai. Aux États-Unis, on devait voter le 16 mai donc, pour élire les conseillers consulaires. Le Petit Journal New York a d'ailleurs organisé un débat donc, avec les candidats de la circonscription de New York, et ce débat devait avoir lieu le 4 mai donc, à 18h30. Donc, bien évidemment, c'est décalé aussi. Est-ce qu'on sait finalement quand aura lieu cette élection? Alors, je vais vous donner le droit, puis je vais vous donner mon avis. Le droit, on l'a voté, c'est que cette élection est à ce stade reportée au 21 juin. Alors en fait, au 20 juin pour l'Amérique du Nord, au 21 juin pour le reste du monde, le jour où aura lieu également le deuxième tour des municipales. Si un rapport parlementaire remis par le gouvernement le 23 mai considère que les conditions sont réunies pour que les élections se tiennent bien le 21 juin, 20 juin pour l'Amérique du Nord, dans de bonnes conditions sanitaires. Ça, c'est la loi. Donc, on verra le 23 mai, on aura un rapport. Mon avis, c'est que pour que des élections consulaires puissent se tenir le 20 et le 21 juin, il faut que partout dans le monde, on puisse les tenir. Il y a les municipales, il faut déjà que la France soit capable de voter le 21 juin. Pas facile. Mais pour les consulaires, c'est encore plus compliqué. Donc, je ne vous annonce pas de scoop, évidemment. On verra tout ça. Le droit suivra son cours, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse tenir ces élections consulaires dès le 20 et 21 juin comme prévu actuellement. Les candidats, j'en vois une et un sur cet écran, puisque Pascal, qui est ma suppléante, était et reste la tête de liste de notre mouvement, et Pascal, son deuxième, pour les consulaires, ont suspendu leur campagne. Je pense que c'est le cas de toutes les listes. Les gens aujourd'hui s'impliquent dans l'appui auprès de leur communauté. Je sais que Pascal et Pascal ont fait beaucoup de choses, notamment dans le cadre du réseau Entraide dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense que ce n'est pas évidemment ni opportun ni la peine de faire campagne dans ces moments-là. On vous tient au courant évidemment dès que possible, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse tenir des élections partout dans le monde d'ici le 21 juin. D'accord. Merci Roland Lescure. Je vais laisser la parole peut-être à Pascal Royer, qui a sûrement des questions des auditeurs à vous poser. Alors, Pascal, il est en mute. Pascal, vous êtes mute, on ne vous entend pas. Voilà. Ça va aller mieux et je reprends les questions. Donc, pas mal de questions. Je vais te poser la première. Roland Lescure était à la Maison-Blanche il y a exactement 2 ans, jour pour jour, avec Donald Trump et Emmanuel Macron. Il serait intéressant d'avoir son avis sur les relations très changeantes entre nos deux pays. Et une remarque gentille, on apprécie le fait qu'il pose sur ses échanges avec les représentations américaines au sujet des questions d'immigration en particulier. Merci, on essaye. Je pense que notre job aujourd'hui, c'est essentiellement de faire circuler de l'information et de vous aider autant que possible. C'est vrai que c'est drôle parce que j'ai vu un certain nombre de posts aujourd'hui sur Facebook qui vous disaient il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, et des gens qui étaient avec nous à la Maison-Blanche qui ont posté aujourd'hui il y a 2 ans.
on était à la Maison-Blanche pour une visite d'État du président. Et à l'époque, les relations, je dirais, étaient déjà assez changeantes. Hein, donc, elles étaient tout à fait cordiales. Donald Trump a reçu My Good Friend Emmanuel avec tous les ors de Washington, tels que j'ai eu l'occasion de les apercevoir à l'occasion de cette visite d'État. Mais je peux vous dire que déjà à l'époque, c'était très compliqué sur l'Iran, puisque nous essayons, le gouvernement, le président, en fait, essayait de dissuader Donald Trump de sortir de l'accord de non-prolifération nucléaire en Iran. Ça n'a pas été couronné de succès, vous le savez. Et on avait énormément de débats à l'époque sur les barrières tarifaires. Et là aussi, on a réussi à gagner un peu de temps et à limiter les hausses des barrières tarifaires. Mais vous le savez, certains d'entre vous sont peut-être même des importateurs de vin. Nous avons été affectés par une hausse des barrières tarifaires, notamment sur le vin français aux États-Unis. Donc, les relations avec le président des États-Unis sont extrêmement difficiles et volatiles. Cela dit, ce que je peux vous dire, c'est que les relations entre les administrations restent extrêmement proches. Moi, je connais très bien Philippe Etienne, votre nouvel ambassadeur, qui était jusqu'à il y a quelques mois le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron à l'Élysée, avec qui j'échange régulièrement et qui me confirme que les relations entre les administrations restent d'excellente qualité. Je vous confirme aussi que quand il y a un sujet comme l'histoire des visas la semaine dernière, je prends rendez-vous avec le consul, je l'ai au téléphone dans les 24 heures et il est extrêmement transparent avec moi. Et ça marche dans les deux sens. J'ai rencontré l'ambassadrice à Paris plusieurs fois, nos consuls chez vous, Anne-Claire Lejean à New York, et tous les autres sont également aussi très présents sur le terrain. Donc, les États-Unis restent un énorme ami de la France et la France reste une énorme amie des États-Unis. Et ça ne va pas changer, vous le savez, ça dépend pas de tel ou tel président. Mais c'est vrai que la volatilité de Donald Trump rend les relations plus compliquées. L'absence de visibilité sur les décisions rend les choses plus compliquées. Et puis peut-être plus fondamentalement, moi je suis convaincu que on ne se sortira de cette crise, j'allais dire que si, non, on s'en sortira, mais en tout cas on s'en sortira mieux si on est dans une logique de coopération internationale. Et quand vous regardez l'histoire de toutes les pandémies, on a regardé ça avec l'équipe, hein, la grippe, la peste bubonique du XVe siècle, le choléra du XIXe, la grippe espagnole du XXe, se traduisent très souvent par des forces de division, des forces centrifuges très très fortes. Et donc on a vraiment intérêt à garder le contact, garder le pack pour repenser le multilatéralisme post-Covid. On doit faire une espèce de Bretton Woods du XXIe siècle, repenser la globalisation, repenser les échanges multilatéraux, repenser la gestion du risque sanitaire, évidemment, du risque financier, du risque climatique. Et donc, j'espère qu'on va réussir à le faire. Au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué avec certains leaders, dont celui des États-Unis, vous le savez bien, malheureusement. Une deuxième question de Morgane. Appelez-vous les Français à fabriquer leurs masques? Alors, ma mère m'a fabriqué un masque. Quand on est confiné et qu'on a un certain talent de couturier et de couturière, pourquoi pas? Il y a des tutoriels qui sont disponibles. Il faut évidemment s'inspirer des tutoriels AFNOR parce qu'on est en France, donc très vite on a dicté une norme de sécurité qui fait que même les masques faits maison, et heureusement, doivent suivre un certain nombre de préconisations avant d'être portés. La doctrine a évolué sur les masques. Elle a évolué parce que les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Il faut se le dire, parce que la disponibilité des masques a elle aussi évolué. Au début, on était essentiellement dans une lutte pour faire ou importer des masques chirurgicaux de type FFP2, parce que la priorité des priorités, c'était de faire en sorte que nos personnels soignants en portent pour être eux-mêmes protégés face aux malades qui se multipliaient dans les hôpitaux. Progressivement, on a redirigé l'appareil de production français dans un certain nombre d'industries textiles vers la fabrication de masques dits grand public. La doctrine a évolué, on a regardé ce qu'on appelle les coefficients de contagion, hein, donc le C0, combien, si je suis malade, je risque de contaminer de gens autour de moi, et on a bien réalisé que si je porte un masque en étant contaminé ou si tu portes un masque en ne l'étant pas, on réduit d'autant, moi et toi, le risque de contamination.
Donc l'objectif aujourd'hui, il est plutôt de généraliser les masques, pas de les rendre obligatoires, parce que franchement, il y a des moments où ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour les jeunes enfants, par exemple, qui sont bien incapables de les porter et qui, au contraire, risquent de diffuser peut-être un peu plus le virus en portant des masques, en les enlevant, en les posant, en les remettant, etc. C'est important dans les transports en commun, c'est important dans les écoles pour les professeurs qui sont amenés à être en contact avec beaucoup de gens. Évidemment, quand vous faites un footing, ne portez pas de masque. Quand vous vous promenez dans la rue, ne portez pas de masque. Il y a des environnements professionnels dans lesquels les masques ne sont pas nécessaires. L'essentiel, c'est quand même les gestes barrières, ne l'oubliez pas. Maintenant, vous pouvez faire des masques, il y a des tutoriels. Il va y avoir en France de plus en plus de masques disponibles, et notamment pour le 11 mai, évidemment. Ils vont être disponibles en pharmacie, dans les supermarchés. Les chefs d'entreprise vont devoir en fournir à leurs salariés et l'État en fournira à tous les fonctionnaires qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions, y compris évidemment les professeurs et les instituteurs. Une question toujours un peu sur le même sujet. C'est une question où d'habitude tu avais travaillé pour le moratoire sur les non-résidents. Celle-là, elle est plus poliment posée que d'habitude. Roland, peux-tu clarifier la position du gouvernement en ce qui concerne les augmentations d'impôts auxquelles la plupart des NR seront assujettis si la nouvelle loi est mise en application? Y a-t-il une évolution des discussions à Bercy, des pistes étudiées ou un changement de calendrier dû à la crise sanitaire? Merci pour cette question que je ne manque pas d'avoir. Je l'ai déjà eu en Californie samedi et je l'ai aujourd'hui sur la côte Est, côte Ouest ou côte Est. Bon, c'est un sujet important, hein, donc je vais faire une réponse courte parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous sommes tous focalisés sur la lutte contre le virus et donc tout ce qu'on s'est engagé à faire en échange d'un moratoire. Donc moi, j'ai porté à Bercy l'idée d'un moratoire. On ne change pas la fiscalité des gens sans savoir exactement de manière concrète quel est l'impact pour les gens. Et vous l'avez dit, certains nous ont alerté évidemment, l'augmentation de fiscalité qui était prévue, essentiellement parce qu'elle ne tient pas compte des déductions que font les Français quand ils payent leurs impôts, mais qui ne sont pas possibles parce que vous donnez une association, parce que vous avez des frais de garde d'enfants, etc., faisait que cette mise aux normes de l'impôt des non-résidents à l'impôt payé par les Français en France risquait de se traduire par des fortes hausses d'impôts pour les essentiellement retraités non-résidents, en tout cas les non-résidents qui touchent des revenus en France. Donc le moratoire, tout ça est, comme on dit au Québec, sur la glace. Et évidemment, on ne s'y remettra pas tout de suite parce que là, on est dans les plans d'urgence sur la crise. Donc, soit on a d'ici la fin de l'année une capacité à faire des vraies études d'impact, une véritable estimation de l'impact des mesures envisagées sur tout le monde et on arrive à en mitiger les effets et on avancera peut-être, soit entre nous, j'en doute, on sera dans un moratoire prolongé et prolongé pendant, comme disait Fernand Reynaud, un certain temps. Voilà, je ne peux pas en dire plus à ce stade. Sachez que je suis en contact étroit avec les ministres sur ce sujet. N'oubliez pas quand même, parce qu'on me reproche souvent des choses qu'on n'a pas obtenues, qu'on a obtenu depuis qu'on est là, la déductibilité de la CSG des impôts américains. C'était une énorme revendication de la France depuis longtemps. C'était disponible au Canada, c'est maintenant disponible aux États-Unis. Vous pouvez déduire de vos revenus américains avec une rétroactivité en plus de 10 ans la CSG que vous avez payée en France sur des revenus locatifs ou des ventes d'immeubles ou d'appartements, d'immeubles ou d'appartements que vous détenez en France. Donc, je tenais à le rappeler quand même en passant. Je ne suis pas le seul responsable de cette victoire. Je peux vous dire qu'il y a des fonctionnaires à Washington qui ont bossé comme des mules là-dessus. Mais j'ai quand même passé un certain temps avec l'IRS, que vous connaissez tous et toutes, ou presque, et Treasury, pour me féliciter avec vous quand même de cette décision. Bon, une dernière question, Roland, qui est beaucoup plus technique. Au sujet du Fonds de solidarité, un tweet de Mathieu Orphelin nous alertait sur la suppression de l'article 1er ter B de la loi de finances rectificative, limitant l'accès aux aides de l'État aux entreprises n'ayant pas de filiales dans les États non coopératifs. Cette limitation devant être faite par réglementation, quelle garantie aurons-nous sur le contrôle de l'application de cette limitation? Ne serait-il pas encore possible de faire paraître celle-ci en clair dans le PLRF
quelle est ta position à ce sujet? Et du Alors, je suis pas persuadé de comprendre toute la question. non, non, mais c'est pour ça, moi, je comprends très bien la question parce que derrière, il y a pas mal de technicalities que j'ai suivies. La question, c'est est-ce qu'une entreprise française qui a en fait son siège social dans un paradis fiscal peut bénéficier des aides d'État? Et la réponse est non. Le Danemark a fait la même chose, il y a un certain nombre de pays qui ont fait la même chose et aucun ne l'a mis dans la loi. Pourquoi on ne l'a pas mis dans la loi? Parce que la loi, c'est compliqué, parce qu'il y a plein de détails techniques, comme tu l'as dit. Certains ont des filiales dans des paradis fiscaux. Qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? Il y a des États dits non coopératifs qui sont une liste établie par l'OCDE, mais dans lequel plein d'États qui sont coopératifs, mais qui sont pour autant des paradis fiscaux, ne sont pas. Et donc, pour éviter effectivement d'entrer dans une dentelle législative qui, franchement, aurait été impossible à écrire, on s'est appuyé sur un engagement au banc, comme on dit, c'est-à-dire un engagement en séance publique du ministre, qui s'est engagé pour que les entreprises qui ont leur siège social dans les fameux États non coopératifs ne bénéficient pas d'aides publiques. On est, je pense, parmi, et puis il n'y a pas de raison de s'en vanter, ça me semble tout à fait normal, parmi les mieux-disants sur ce sujet. Ce n'est pas seulement une histoire de paradis fiscaux, c'est une histoire de dividendes aussi. Vous savez que les entreprises qui distribueront des dividendes devront rembourser les aides d'État si elles les ont eues avec intérêt. Le gouvernement s'y est engagé. Là encore, ça semble évidemment raisonnable, même si ce ne sera pas le cas partout. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, ce ne sera pas le cas. Les filiales dans les paradis fiscaux, il y en a beaucoup, même s'il y en a un peu moins depuis la réforme fiscale de Donald Trump. Et des entreprises qui versent des dividendes, il y en a beaucoup. Et la raison pour laquelle je dis ça, ce n'est pas pour dire on est meilleur que les autres, c'est pour dire que pour les entreprises qui sont dans la compétition internationale et qui risquent aujourd'hui, qui cherchent aujourd'hui à préserver leur actionnariat, ben, ce n'est pas facile. Vous avez des entreprises sur lesquelles il y a une pression de plus, que moi j'assume, qui est une pression de responsabilité face aux fonds publics. Vous touchez des fonds publics, vous n'avez pas de dividendes, mais Total, du coup, s'il veut préserver son dividende, va devoir ne pas toucher des fonds publics. Je peux vous dire qu'Exxon va en toucher des fonds publics, c'est sûr, et que ça n'empêchera absolument pas de verser des dividendes. Donc, il faut être conscient de cette pression qu'on met sur les entreprises, qui me semble, moi, tout à fait responsable, mais qui a un impact sur la compétitivité des grandes entreprises par rapport à d'autres. Voilà, bah écoute, il y a encore beaucoup de questions, mais je sais que tu es très occupé et on va pas y passer la journée. Ce que je te propose, c'est d'envoyer les questions à Tony et que Tony réponde aux personnes les unes après les autres, peut-être plutôt plus directement. Je suis content que vous voyiez Tony, parce que Tony, il est souvent dans la cave, dans la cave à charbon, dans la mine, en train de… Alors, juste une chose, Roland, c'est qu'on ne le voit pas. Ah, zut. Toi, tu le vois, mais en fait, il faudrait qu'il parle pour qu'on le voit, parce qu'il n'y a à l'écran que les gens qui parlent. Ah, alors, Tony peut dire bonjour, parce que j'aimerais bien que vous voyiez Tony quand même. Tony. Bonjour. Là, normalement, on me voit. C'est bon. Voilà. Donc, Tony, vraiment, je tiens à le remercier devant vous tous parce qu'il travaille énormément pour répondre à toutes vos sollicitations, beaucoup par courrier électronique, certaines par message, Facebook, LinkedIn, etc., beaucoup au téléphone aussi. Il navigue les administrations françaises et américaines comme personne pour essayer de répondre du mieux possible à vos informations et à vos questions. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous écrire, on essaiera de vous y répondre en temps et en heure. Il y a plus de sollicitations encore que d'habitude ces temps-ci. Donc, soyez patients. Si jamais, au bout de quelques jours, vous n'avez pas de réponse, il arrive, c'est rare que les emails tombent un peu entre de l'âme du plancher. Donc, relancez-nous. Et puis, surtout, portez-vous bien. Faites attention à vous. Cette situation va évoluer, on le sait, toutes les semaines, tous les jours, presque toutes les heures dans les mois qui viennent. Donc, moi, je serai prêt à faire régulièrement ce genre de rencontre avec vous. Moi, je fais de toute façon un Facebook Live régulier avec l'ensemble de la circonscription. Et puis, merci à Pascal et à Rachel de nous avoir posé toutes ces questions ce soir. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Merci beaucoup Roland. Je crois que vous avez un rendez-vous à la fenêtre. C'est presque 20h. Donc, comme tous les Français, c'est l'heure d'aller soutenir le personnel soignant. Et merci Roland, et puis tu à la limite t'applaudis un peu plus pour nous les New-Yorkais. Nous, normalement, c'est… Je vais t'applaudir de votre part. Nous, c'est à 19h. Tout à fait. Merci, au revoir. À bientôt.